En manchette aujourd'hui, les 48 directeurs généraux des cégeps publics du Québec appuient l'exclusivité du programme ATM et un conflit de travail pourrait éclater entre les concessionnaires automobiles de la région et leurs employés. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre web journal du mercredi 20 février. La directrice générale du Cégep de Jonquière, Guylaine Proulx, continue de recueillir des appuis dans sa bataille pour conserver l'exclusivité du programme Arts et technologies des médias. Les 48 directeurs généraux des cégeps publics du Québec sont unanimes sur l'importance de maintenir les exclusivités dans les cégeps. Pour en parler, j'accueille Jasmin Dumas. Bonsoir, Jasmin. Bonsoir, Raphaël. Jasmin, les directeurs généraux étaient réunis aujourd'hui dans le cadre du Forum des directeurs généraux qui avait lieu à Québec. Oui, et pour Guylaine Gauthier, c'était une très belle occasion de discuter de la problématique avec ses homologues. Hier, au cercle de presse, Guylaine Proulx qui voulait que la Fédération des cégeps légifère sur le fait qu'ATM était intouchable. Eh bien, ce matin, c'était chose faite puisqu'elle a reçu l'appui de ses 47 homologues. Donc, cet appui s'ajoute à plus de 163 organismes et entreprises qui l'appuyaient déjà. J'ai parlé ce matin avec Jasmine Gauthier, la directrice des études ici au Cégep de Jonquière, qui, elle, évidemment, était très heureuse, mais surtout, elle disait que cette mesure était nécessaire pour la survie des cégeps et je vous invite à l'écouter. C'est une belle victoire parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Il y a 48 directeurs généraux quand même là, au Forum des DG. Je pense que chacun comprend l'importance d'avoir une carte de programme réfléchie, analysée. Tout le monde veut la survie des collèges. La survie des collèges, c'est aussi en région particulièrement. Il faut faire des bons choix. Mais Jasmin, n'existe-t-il pas déjà des règles établies pour ce qui est des exclusivités dans les cégeps? Eh bien, oui et non. Il n'y a aucune loi écrite qui garantit les programmes exclusifs dans les cégeps. Par contre, c'est le ministère qui décide si oui ou non un cégep peut offrir un programme selon la règle d'autorisation des programmes, règle à laquelle, Raphaël, les cégeps privés ne sont pas soumis. Et c'est là le problème qui est soulevé par la Fédération des cégeps. Ce point, selon Jasmine Gauthier, sera soulevé dans quelques jours au sommet de l'enseignement. On l'écoute encore. Qu'il demande que les collèges privés soient soumis aux mêmes règles. Parce que présentement, ce n'est que les collèges publics qui sont soumis qui étaient soumis aux règles d'autorisation de programme, de gestion de la carte de l'offre. La Fédération des cégeps demande clairement à ce que les collèges privés soient soumis aux mêmes règles. Alors ça va être présenté au sommet de l'éducation la semaine prochaine. Et en terminant, Jasmin, une vidéo pour l'exclusivité du programme ATM a été mise en ligne hier. Oui, c'est une vidéo qui a été réalisée par Marc-Antoine Lambert, un étudiant en production et en technique de production et de post-production, oui, ici au Cégep de Jonquière. Ce sont des étudiants, des enseignants, des professionnels et même des parents qui expliquent pourquoi l'ATM doit rester exclusif au Cégep de Jonquière. Et déjà, depuis hier, plus de 4000 visionnements ont été faits sur la vidéo. Et puis, la vidéo fait beaucoup parler d'elle. Déjà, ça a été publié seulement hier. On écoute Marc-Antoine Lambert, le réalisateur. Pierre Séguin, le réalisateur qui était de passage au pavillon, nous a dit qu'elle allait le diffuser de façon massive dans le milieu de la télévision. Ensuite, ce matin, on a fait la une du Journal du Québec, donc ça a été vraiment une belle surprise. Merci, Jasmin. Il n'y a pas de quoi. Le chef du conseil de bande de Mastoyache, Clifford Moore, critique la représentativité des membres de sa communauté qui s'opposent au projet de mini-centrale de Val-Jalbert. Selon lui, les opposants n'ont pas tenu l'Assemblée publique avant de parler au nom de l'ensemble des Inuits. De son côté, le préfet de la MRC Domaine-du-Roi, Bernard Généreux, a critiqué l'attitude des partis d'opposition dans le dossier des mini-centrales. Le maire de Saint-Prime a qualifié de désinformation les déclarations d'Amir Kadir et de François Legault qui disaient que des intérêts privés étaient derrière le projet des mini-centrales. Les employés de garage des 26 concessionnaires de la région pourraient entrer en grève à la fin du contrat de travail qui les lie à leur employeur jusqu'au 28 février. Les travailleurs se réuniront en Assemblée générale ce samedi et un vote de grève est prévu à l'ordre du jour. Certains concessionnaires ont, quant à eux, installé des barrières de sécurité sur leur terrain afin d'assurer un service dans l'éventualité d'un conflit de travail. Le programme Sport-Arts-Études de l'école secondaire l'Odyssée Dominique Racine gagne en popularité. Et Félix Saint-Aubin, depuis quelques années, le nombre d'inscriptions est en constante hausse.
En effet, Raphaël, lors des 5 dernières années, il y a eu une augmentation de 200 inscriptions et 6 groupes ont dû être ajoutés à l'école secondaire Dominique-Racine en ce qui est trait au volet sport, art et études. Le programme sport, art, études de l'école secondaire de l'Odyssée Dominique-Racine est bien en selle. Afin de pallier à la demande grandissante, il y a dû avoir une augmentation du personnel ainsi que du nombre de groupes. Quelques facteurs expliquent le fait que de plus en plus de jeunes s'intéressent à ce programme. On a ajouté des nouvelles disciplines. On a aussi l'aide d'un coordonnateur sportif, là, donc qui nous aide au Centre Lucien Brunel à coordonner le tout. Alors, c'est lui qui va faire le lien l'après-midi. Ces quelques centaines de jeunes qui fréquentent le Centre Lucien Brunel ont la chance de compter sur des salles d'entraînement, de spinning, d'études, ainsi que quelques gymnases. Tout le nécessaire pour réussir autant sur le volet académique que sportif. Il va sans dire que tout est mis de l'avant pour que les jeunes réussissent au niveau sportif, artistique et aussi scolaire. Et jusqu'à maintenant, les efforts portent ses fruits. Félix Saint-Aubin pour ATM Nouvelles à Saguenay. L'Association des étudiants du Collège d'Alma a voté en faveur d'une journée de grève le 26 février prochain afin de permettre aux étudiants de participer à la manifestation nationale en marge du sommet sur l'enseignement supérieur qui aura lieu à Montréal. Réunis en Assemblée générale, 84 étudiants se sont prononcés en faveur de la levée de cours, alors que 77 s'y sont opposés. Depuis 17 ans, le propriétaire de la boutique Rose Bonbon, Caroline Leclerc, connaît un grand succès, et ce, grâce à sa persévérance. L'entrepreneur était l'invité du 91e Midi Conférence de l'UQAC. Lauriane Bédard, à quoi doit-elle sa réussite après toutes ces années? En fait, Raphaël, elle associe à son côté visionnaire et à sa volonté. Caroline Leclerc a su se relever après chacun des obstacles qu'elle a rencontrés. C'est un public majoritairement féminin qui a accueilli l'invité lors de son midi-conférence intitulée « Femmes d'action, femmes d'émotion » à la manière Rose Bonbon. Caroline Leclerc est propriétaire de la boutique spécialisée en décoration depuis 17 ans. Invitée par l'équipe entrepreneuriale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, elle a offert à son auditoire des conseils sur la réussite en région. Elle croit que le secret se trouve dans le choix des trouvailles, l'exclusivité et la rapidité à les obtenir. Même bien ancrée dans la vie régionale, Mme Leclerc doit constamment travailler pour connaître le succès. C'est de se démarquer, se distinguer et surtout des gens qui m'entourent. Je pense que c'est un peu ça qui fait notre succès, puis d'être toujours à être à l'avant. Donc, mais c'est un travail qui se fait à tous les jours, là. La mère de 4 enfants offre une chronique hebdomadaire à Rouge FM depuis 4 ans. Elle y nourrit son besoin de communiquer sa passion. La boutique située à Place du Royaume a largement évolué depuis ses débuts. Passant de 3 conseillères à 14 en 2013, elle a envie aujourd'hui d'exporter son art au-delà de la région. Je crois encore aux régions, je crois à Trois-Rivières, à Rimouski, à Sherbrooke, à Drummondville. C'est vraiment des endroits qui me parlent parce que ça ressemble un peu à notre région d'ici aussi. Les midi-conférences sont présentées par le Centre d'entrepreneuriat et d'essaimage de l'UQAC et ont pour objectif de stimuler l'entrepreneuriat auprès de la communauté. Lauriane Bédard pour ATM Nouvelles. De la petite vie au spectacle de Paul McCartney, Pierre Séguin est devenu l'un des réalisateurs les plus renommés au Québec. Diplômé du programme Arts et technologies des médias, il était aujourd'hui de retour dans nos studios. Je vous laisse écouter l'entrevue de mon collègue Nicolas Tremblay. Alors tout d'abord, bonjour, M. Séguin. Bonjour, ça va bien? Très bien, merci. Vous venez à chaque année vous adresser aux étudiants en production et post-production télévisuelle. Pourquoi c'est si important pour vous de venir à chaque année vous adresser aux étudiants? Bien, le Cégep de Jonquière, particulièrement Arts et technologies des médias, c'est mon alma mater, c'est-à-dire que moi, je suis passé par ici, je suis de la cohorte 1983. Et puis, quand moi, j'ai fait mon cours ici, on n'avait pas vraiment de ressources extérieures qui venaient nous expliquer comment ça se passait vraiment sur le marché, puis comment ça... Alors, notre seul contact, c'était les stages à la fin de la 3e année, où on passe 5 semaines en entreprise. Puis là, bien, tu découvrais ça à brûle-pourpoint. On n'était pas nécessairement... on était préparés, mais on ne savait pas exactement. On était très nerveux de l'en-stage parce qu'on découvrait le milieu pour de vrai. Et puis, moi, je prends des stagiaires depuis une trentaine d'années aussi. Il y a quelques années où j'en ai pas pris parce que je ne pouvais pas être à Montréal où je travaillais à l'extérieur. Mais on peut dire que j'ai au-delà de 25 stagiaires que j'ai pris.
Puis à tous les ans, ça n'a jamais manqué, je viens parler aux étudiants parce que je trouve ça important de prendre le pouls, parce que nous autres, moi, je suis un réalisateur, ce qui fait que faut qu'on fait des émissions pour que les gens soient intéressés à ces émissions-là. Fait que je viens prendre le pouls en même temps des jeunes. Vous dites souvent que ces jeunes-là, c'est des spécialisés dans la polyvalence, les étudiants qui sortent d'ATM. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Puis en quoi ATM a influencé votre parcours de carrière? Là? Bon, je dis spécialisé en polyvalence parce qu'il faut être spécialisé, mais en même temps, au Québec, on se spécialise en post-prod ou en production télévisuelle. Mais dans ces deux sphères-là d'activité, il y a plusieurs petites affaires à faire. Alors, on est polyvalent, veut pas. Il faut être polyvalent quand on sort. Puis je trouve que les étudiants d'ATM, quand ils sortent, ils sont vraiment préparés à cette polyvalence-là, même si c'est dans un secteur particulier. Puis moi, comment ça m'a influencé? C'est-à-dire que moi, j'avais travaillé, quand j'ai eu la chance, là, quand j'étais étudiant ici, de travailler à CKTV, qui était à l'époque, qui s'appelait CKRS, pour Radio Saguenay, ça appartenait à un privé. Et puis c'était l'affilié de Radio-Canada ici en région. Fait que j'étais surnuméraire. Je faisais mes heures d'étudiant, puis les fins de semaine ou les fois les C'est là que j'avais commencé. C'est là que j'ai commencé, vraiment. Mais j'avais travaillé un peu à Montréal. Tu sais, j'ai toujours été un peu là-dedans. Moi, quand j'avais 10 ans, je m'en allais dans les studios à Radio-Canada. Je courais, je rentrais à Radio-Canada, puis je allais assister à des émissions, des répétitions. Je descendais dans les studios. Ils pensaient sans doute que j'étais le fils de quelqu'un qui travaillait là. Puis c'était pas le cas, là, mais je me faufilais, puis j'ai toujours aimé ça. Mais vous avez fait plusieurs de réalisations. Vous avez une carrière quand même assez très bien remplie, mais présentement, vous travaillez sur un film, sur une espèce de biographie à Jean-Pierre Ferland. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le sujet? Oui, bien sûr. Jean-Pierre, d'abord, c'est un bon ami, ça fait à peu près ça 30 ans. J'ai réalisé beaucoup des émissions où lui est impliqué, des séries qu'il a faites, des séries de variété. Bien, Jean-Pierre, c'est un bon auteur, compositeur, interprète québécois, mais c'est aussi un animateur de télévision. Puis il anime la télévision depuis les années 60. Il faisait une émission qui s'appelle Jeunesse oblige, le Club des Genobles. Il était animateur, puis il présentait d'autres artistes, ça. Puis à travers ça, il composait des chansons, il voyageait en France pour essayer de se faire connaître. Puis nous, on fait un road movie sur sa carrière, mais en même temps sur l'histoire culturelle du Québec, de sorte qu'on va retracer le parcours de Jean-Pierre dans sa vie, comment il est devenu artiste, parce qu'il était une famille de 7 enfants et il n'y avait pas beaucoup de livres dans la maison, puis il y avait apparemment... bon. Et donc, il s'est né sur la rue Chambord, à Montréal. Alors, on va vraiment aller sur les lieux. Il va nous parler de son enfance, etc. On suit, autrement dit, son parcours professionnel. Puis les gens disent « Ah, Jean-Pierre Ferland pense tout de suite Le Petit Roi ». Tout le monde dit « Ah, Le Petit Roi, Le Petit Roi ». Puis il y a une autre chanson qu'il a composée qui s'appelle « Le chat du Café des artistes ». Puis moi, je trouve que son parcours est plus comme le chat du Café des artistes, dans le sens où il est toujours retombé sur ses pattes, peu importe les revers qu'il avait eus dans sa carrière. Il y a eu comme 9 vies professionnelles différentes d'animateur de télévision. Il a commencé courrier à Radio-Canada, il est rentré, il passait le courrier, puis à un moment donné, ils ont mis des uniformes, ils leur ont mis des uniformes. Puis lui, il a dit non, pas d'uniforme. Fait que là, il est allé appliquer à la radio, il faisait les horaires des annonceurs Maison de Radio-Canada, etc. Donc, vous retracez vraiment tout ça, puis c'est prévu quand, cette sortie de film-là? Bien, on tourne cet été, on va tourner, c'est prévu, là, tu vois, Jean-Pierre a 78 ans, c'est prévu pour ses 80 ans, donc dans 1 an et demi, 2 ans à peu près. Vous avez capté plusieurs grands spectacles d'envergure, vous avez eu plusieurs défis à surmonter durant votre carrière. Quel aurait été, selon vous, votre plus grand défi? Est-ce que ça aurait été, par exemple, une captation d'un orchestre symphonique? On sait que vous en avez fait, puis c'est une préparation quand même très étoffée là, pour réaliser ce genre de spectacle. Oui. C'est vrai que c'est difficile En fait, il y a beaucoup de travail dans la réalisation d'un concert symphonique parce qu'il faut prendre les charts, en fait, les feuilles de musique du cahier du chef d'orchestre, puis souvent, c'est très épais pour une symphonie. Découper ça, donner des cues au caméraman, mais sur papier, parce que ça va très vite, 125 musiciens, des fois, on n'a pas le temps. Donc, c'est un gros travail. C'est un défi important, mais je trouve que dans chaque sorte de captation, il y a des défis importants. Par exemple, en pop, quand on travaille avec une scène de 360 degrés, Céline avait une scène de 360 degrés dans son show. Il fallait avoir 23 caméras parce qu'il fallait être tout le tour en même temps. Elle se promène là, elle se promène là, elle se promène là. Donc, il faut être partout. Il y a des défis partout. Il y a aussi Cavalia, qui est un spectacle que vous avez fait la captation de cette grande représentation-là avec les animaux. Comment vous gérez là, les caméras, tout ça, le montage avec des animaux qui ne sont pas des humains? Là. Ils ne peuvent pas être aussi précis. C'est ça, exactement. C'est que là, c'est un autre
affaire particulière. Habituellement, quand on a des comédiens ou des gens de métier, on leur met une marque par terre, puis ils vont se placer là. Un animal, bien qu'il soit dressé puis habitué de faire une routine, c'est jamais exactement à la même place et au même moment. Alors, c'est beaucoup de travail ça, en montage parce qu'il fallait capter le spectacle à 14 caméras 2 fois de façon différente en déplaçant un peu les caméras pour avoir des angles différents. Mais en même temps, dans les 2 captations, les chevaux n'étaient pas exactement à la même place au même moment, avec la même musique. Toute la musique est jouée live, en direct, parce qu'eux autres aussi, les musiciens, il faut qu'ils attendent l'animal avant de faire un changement de musique, parce que l'enchaînement se passe après que l'animal a fait tel mouvement. Mais des fois, ça prend plus de temps au cheval à faire ce mouvement-là. Donc, il faut que les musiciens ils regardent ça puis ils attendent aussi. Fait qu'on était tous un peu de... C'est un beau défi, ça aussi, mais c'est beaucoup, beaucoup de travail en montage. On a passé plus de temps en montage pour essayer de raccorder, justement, les différentes musiques avec les différentes positions des animaux, puis pour faire le show. Mais je suis très content du résultat. Puis Normand Latourelle aussi, qui est l'âme créatrice derrière Cavalia. Puis ça, c'est important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Séguin. C'était Pierre Séguin, le réalisateur. Et maintenant, Laura Jessica Boudreau au sport. En fait, Raphaël, la Flamme des Jeux du Québec a quitté les installations olympiques de Montréal hier et a pris la direction de Saguenay. La Flamme brillera jusqu'au 9 mars, moment où prendront fin les Jeux du Québec d'hiver 2013. Dans quelques jours, différentes cérémonies marqueront le passage de la Flamme aux 4 coins du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La première aura lieu le 25 février à la base militaire de Bagotville. Les partisans du Canadien ont eu toute une surprise en ouvrant le journal ce matin, alors qu'au lendemain de leur victoire contre le Rangers de New York, le bleu-blanc-rouge rône au premier rang de l'Association de l'Est de la Ligue nationale de hockey. Peu de personnes auraient pu prédire une telle situation au début de la saison. Alors, Simon Leblanc, qu'est-ce qui fait le succès du Canadien en cette saison? Oui, bien, Laura, beaucoup de choses font le succès du Canadien, notamment l'arrivée de Michel Therrien à la barre du Canadien, qui a instauré un nouveau concept d'équipe et les joueurs semblent bien répondre à ce nouveau concept. Il y a beaucoup plus de profondeur, tous les trios participent à l'attaque et l'arrivée des jeunes comme Gallagher et Galchenyuk amène de la fougue à l'équipe et les joueurs semblent s'inspirer de cette énergie-là pour gagner des matchs et aussi une équipe en santé, il y a beaucoup moins de blessures. Donc, tous ces éléments-là réunis permettent le début de saison du Canadien. Je vous laisse entendre ce que les partisans pensent de ce bon début de saison. Je trouve que ça a bien commencé, puis on est sur une bonne lancée. J'ai vu cette semaine qu'on est premier dans l'Est, puis si on continue de même, on est bon pour la Coupe. Un bon début de saison, plus élevé que mes attentes, compte tenu qu'on a à peu près le même noyau de joueurs, mis à part les 2 jeunes recrues là, qui amènent beaucoup de dynamisme. Ça n'a aucun sens. Je garde ça tous les soirs, là, puis je suis sur le bout de ma chaise. Et comment les partisans perçoivent la première position du Canadien? Eh bien, c'est certain que les partisans sont tous très heureux, sont très emballés pour le restant de la saison, mais il faut quand même rester réaliste car le Canadien, on sait, l'an passé, a terminé au bas du classement. Mais les joueurs vont certainement continuer à travailler fort pour continuer à remporter des matchs et bien finir la saison. Je vous laisse entendre ce que les partisans en pensent. Un grand soulagement, voir les fans aussi doivent être contents de voir ça. Moi, je suis bien content de voir ça, puis ça m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi haut dans le classement, aussi de bonheur dans l'année, surtout avec une saison écourtée comme ça. Je suis bien content de voir ça. On prend ça avec un grain de sel. Hein? On regarde le nombre de parties de matchs joués, de parties jouées jusqu'à maintenant versus d'autres qui ont plusieurs matchs en main. Là. Donc, il n'y a rien de gagné, mais ça augure bien pour les séries, en tout cas. Et rapidement, comment les Canadiens devraient travailler pour maintenir cette lancée? Eh bien, le Canadien devra travailler sur l'indiscipline, l'équipe qui prend beaucoup de punitions inutiles, et aussi travailler sur maintenir l'avance des matchs pour être certain qu'ils ne se fassent pas rattraper éventuellement. Donc, c'est ce qu'il devra travailler. Parfait, je vous remercie, Simon. Ça fait plaisir. Le directeur général de Québec en forme, Éric Maise, a effectué une visite au Saguenay-Lac-Saint-Jean hier afin de rencontrer les responsables des organismes régionaux qui bénéficient de son soutien. Québec en forme a investi près de 4 millions de dollars depuis 2007 pour aider les 7 regroupements locaux qui partagent les mêmes objectifs, soit celui de faire la promotion des saines habitudes de vie chez les jeunes. Le tournoi de l'Académie de basketball qui devait avoir lieu au Collège d'Allemand en fin de semaine a été remis au 8 mars. Cette reprise permettra aux joueurs de bien récupérer et d'offrir un spectacle à la hauteur de leur talent à leurs partisans. Alors voilà, Raphaël, c'est ce qui complète les sports. Merci beaucoup, Laura Jessica. Et maintenant, à la météo, Mélissa Blouin, une tempête s'est abattue sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean aujourd'hui. Est-ce que les chutes de neige se poursuivront ce soir? Eh bien, Raphaël, la neige devrait continuer ce soir et cette nuit avec des vents de 20 km/h et des précipitations parfois fortes pour une accumulation totale d'environ 5 cm.
La neige cessera demain en mi-journée pour laisser place au soleil jusqu'à dimanche. Les températures maximales en fin de semaine devraient varier près du point de congélation. Il fait présentement moins 1 degré Celsius avec des vents de 4 km/h. Voilà, c'est ce qui complète cette édition du Web Journal. On se revoit lundi prochain. Au revoir.